Le réveil de l'info, c'est Atlantique Radio. Les décodeurs avec, je suis très content de saluer ce matin Salah-Eddine Nabira, expert éducation, directeur général du groupe Philosophe. On attend Youssef El Amal, le PDG de DRH.ma, qui va arriver. Bonjour Salah-Eddine, comment ça va ? Ça va très bien. Bonjour Franck déjà. Je dis ça a un sens pour moi, évidemment. C'est que vous avez fait partie hier de la grande majorité, et moi aussi d'ailleurs, mais ça a commencé dimanche soir en fait, même toute la nuit entre dimanche et lundi, des dépressifs de l'histoire, parce que c'était une grande déprime après ce qui s'est passé à la CAN. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois. Analyse avec maintenant un petit peu de recul de ce qui s'est passé dimanche soir. Ah bonjour, Youssef El Amal est là. Comment ça va ? Ça va bien. Il arrive. Salah-Eddine. En fait... si on peut avoir un peu de recul. Avec justement le recul, au-delà des incidents qui sont très, très déplorables, et tout au long de cette CAN, qui montre un certain sentiment de la part de certains États qu'on considère comme amis, certains États aussi arabes qui sont censés être nos frères. Mais à la limite, ça faisait que l'enjeu des fois montrait les vraies réalités. Donc, et le foot étant un sport de passion, donc les passions des fois, on lève la raison. Mais quand on y va et on y revient, à la limite, on aurait pu marquer le penalty et on aurait remporté ce titre. Ça m'a, indépendamment de toutes les circonstances qui sont vraiment très atténuantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce penalty, vraiment ? Non, ce qui s'est passé, c'est que tu avais certains pays qui ont mené campagne contre le Maroc et qui ont voulu le discréditer. C'est-à-dire que même si on avait gagné, sachant que le penalty est très, très, très valable, que le but refusé aussi, c'est une faute très flagrant sur Hakimi, mais il y avait tellement de choses et de campagnes anti-Maroc avant et après que même si on l'avait gagné, ça aurait peut-être fait l'objet de tous les plateaux télé et que la campagne aurait encore continué avec plus de déchaînement contre le Maroc et qu'on aurait voulu enlever toute la légitimité à cette coupe pour le Maroc. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est une faute grave de la part du coach. C'est une faute grave de la part du coach parce qu'à un certain moment, si les Sénégalais voulaient se retirer, il fallait que les laisser se retirer. Et voilà, ils n'étaient pas responsables de l'organisation. On avait l'impression que les Marocains ont agi comme agirait n'importe quel Marocain chez lui qui organise un événement, qui a envie que l'événement se déroule bien coûte que coûte. Lui, son rôle, c'était de gérer son équipe. Fallait sortir le thé, voilà, les dates, exactement. Voilà. Lui, il ne faisait pas partie du comité d'organisation. Le retrait, c'est un problème de la CAF et du comité d'organisation. Il fallait qu'il se retire, qu'il se mette sur un côté, qu'il ne rentre pas dans ces échanges avec ni lui ni ses joueurs. Lui qui devait faire preuve de leadership et de maîtrise, etc. D'ailleurs, c'est pas la première fois. On se rappelle en Côte d'Ivoire, ça fait un peu sans mêler les pinceaux avec Chancel Mbemba, le joueur du Congo, alors qu'il ne devait pas le faire. Hier, il aurait pu dimanche se retirer avec ses joueurs, continuer à faire des échauffements pour que les joueurs restent focus, essayer de parler avec celui qui va tirer le penalty parce que l'enjeu est majeur et qu'on avait... Et laisser la CAF... gérer le reste, voilà, laisser la CAF. Et si les Sénégalais voulaient se retirer, qu'ils se retirent. D'autant plus quand même que non seulement les Sénégalais partent, mais qu'en plus, il reste un joueur sénégalais qui a été évidemment très important dans le groupe, qui va parler avec les consultants de Canal+, qui sont au bord-terrain. Exactement, et pas n'importe lesquels. Exactement, Claude Leroy, ex-sélectionneur du pas Sénégal. Seulement, et connu aussi pour son animosité envers le Maroc, donc il fallait... Et un autre point aussi important, excusez-moi, après, on passe à les débordements justement des spectateurs sénégalais qui ne sont pas du tout acceptables et qu'il fallait dès le départ que les forces de l'ordre fassent le travail. Fassent le travail dès le départ, ne pas laisser agir de la sorte et perturber un peu le déroulement de la CAN et mettre de la pression supplémentaire. Il fallait que les forces de l'ordre rentrent, comme ça se ferait dans n'importe quel pays au monde. Quand il y a débordement, il y a réaction. Voilà, donc moi je pense que ça a pris plus d'enjeux et surtout de la part des Sénégalais, l'un des pays qu'on considère le plus proche avec des liens
très très soudé avec le Maroc et ça s'est pas arrêté là. Il y a eu des incidents à l'université Euromed, il y a eu des incidents au Sénégal. On tient Voilà. à préciser qu'il n'y a pas de problème diplomatique entre le Maroc Voilà, et le moi Sénégal. je parle juste. Mais voilà. Youssef El Amal, bonjour. Bonjour. Comment ça va pour ces 3 minutes de retard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Écoutez, moi j'ai envie de voir la partie remplie du verre, hein. Je pense que jamais dans l'histoire de la CAF on a eu une telle organisation. Je pense qu'il faut rester sur ça. Maintenant, on ne pourra rien changer ni par rapport au penalty, ni par rapport à ce qui s'est passé comme incident. on peut changer des choses, enfin pas changer des choses, mais il y a un recours qui a été. Ouais, mais bon, ces recours-là, Écoutez, ça me rappelle, c'est du bon au corps, ça. Ça me rappelle nos. Non, mais c'est pas pour changer, c'est pour le principe. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il y aura encore des décisions qui vont être prises, notamment contre l'entraîneur, contre les débordements du public. Mais je pense, dans sa totalité, moi je pense que cette CAF elle a été réussie. Ça nous a permis aussi de voir que il faut être mieux préparé. Je parle physiquement pour l'équipe du Maroc, choisir les bons joueurs qui sont prêts et non pas faire plaisir à certains en sachant qu'ils sont blessés. Il y en avait d'autres qui pouvaient bien évidemment les remplacer. Oui, on avait un banc qui était quand même assez intéressant. Mais globalement, moi je pense que c'est derrière. Maintenant, il faut regarder devant, regarder ce qui nous devant, attend. c'est bientôt. Hein. Devant, c'est très bientôt. Alors justement, la question que peut-être je ne devrais pas vous poser, mais est-ce que Walid Regragui doit partir, laisser sa place, partir sur un super bilan magnifique Est-ce qu'il doit partir ? Honnêtement, Franck, d'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'avais même provoqué à ma demande des émissions, certaines radios sportives pour parler des sujets. Moi, je trouve que Walid, c'est un super coach pour une campagne. D'ailleurs, quand on voit son historique avec le Wydad, il arrive, il trouve une équipe, et les bons en discours, en termes de motivateur, excellent communicant. Il arrive à motiver sur le ressort émotionnel les joueurs, il donne le meilleur d'eux-mêmes et ça fait une bonne campagne. Après, quand il est parti au FUS, il a fait une saison, il a gagné la coupe. Après le titre, après c'était le grand passage à vide. Donc moi, je pense que Walid a atteint son niveau et son plafond de verre. Et d'ailleurs, on le voit dans cette coupe-là. Tout le monde a fait les mêmes constats qu'on avait fait après la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des joueurs blessés pas au top de leur niveau et on les a perdus en cours de chemin. Ça a causé même rupture de ligament croisé pour Igamal, le jeune qui vient de s'installer dans son nouveau club, qui devait confirmer, et là le pauvre, on le fait rentrer alors qu'il n'est pas prêt. Il a voulu tout donner, rupture de ligament croisé. D'accord, c'est aussi la responsabilité du joueur. Mais vous savez, les ligaments croisés à un moment, voilà, il y avait tellement d'émotions, on l'a vu avec le Cassis qui se répète, etc. On a vu aussi, par exemple, en fait, les limites, ils sont les mêmes. C'est le choix des joueurs. Tout le temps, on a critiqué que Walid, il y a beaucoup d'émotionnel dans ses choix. Oui, on a vu ce qui s'est passé avec Dembélé au PSG. Il s'attache au groupe. La deuxième, c'est les blessés. Après, c'est le coaching dans le match. Tout le monde sait qu'à un moment, il n'a pas de variété dans le jeu. Parce que même là, dans cette canne, c'était pas très beau. C'était pas très beau ce qu'il a proposé. C'est limite faute professionnelle. Avec l'effectif que tu as, les joueurs qui sont sur place dans la liste et les autres qui sont au portier ou qui n'ont pas, ceux qui montent des U20, des U23 et toute la performance qui vient, à un moment, c'est de la faute professionnelle. Après, il y a eu 2 matchs où il y a eu de l'engagement contre la Côte d'Ivoire, contre le Cameroun et le Nigeria, et on l'a payé parce que la débauche d'énergie, on a vu que les joueurs étaient épuisés, et même le bon, il ne l'a pas utilisé. Et à un moment, quand tu fais rentrer Ansari, Ansari, lui, il faut descendre, et tu as un super Chibi, tu vois que Hakimi était émoussé, tu le changes pas, et voilà. Donc, moi, je pense que sur les choix de la défense, on a vu qu'Yamer, encore une fois, vous savez, Yamer était sans club. Jusqu'à septembre, son club était en train de faire la promotion de son nouveau café chocolaterie à Mohamedia. Son club, il se baladait à Mohamedia, et septembre, il signe dans un club de 3e ou 2e division de l'Arabie Saoudite, et tu l'amènes. Et tu te retrouves quand Massina s'est blessé. Déjà, Massina ne joue pas dans son club aussi. Charnière centrale, Naïf Agred qui revient aussi de blessure d'une pubalgie, on le voit aussi démuné. Karim le confirme. Ce choix de joueur, je pense que c'est les mêmes erreurs qui se répètent. À un moment, moi, je pense que, comme on avait fait avec Wahid,
et on l'avait changé à la veille de la Coupe du Monde et ça avait donné le résultat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bon. Autant plus qu'il avait fait la promesse que s'il ne gagne pas la CAN, qu'il allait se retirer. Il faut ouvrir un nouveau livre. Bien sûr, c'est ça, page blanche. Youssef. Je laisserai la parole à Karim. Oui, ok, d'accord. Donc là, je n'oserais pas commenter, faire des commentaires sur le foot. Non, c'est intéressant parce qu'on est tous portés, évidemment. On devient tous des commentateurs, justement. Là. Bon, on est tous mais pour le portés changement, je pense que pour changer un coach, moi je pense que l'idée c'est pas de changer un coach, c'est la philosophie qu'il faut revoir. Bah, justement, nouvelle page blanche et puis repartir. D'ailleurs, on remerciera Walid pour ce qu'il a fait. Bah oui, il a fait beaucoup de choses. Non, mais super parcours. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause Walid, mais je pense que, d'ailleurs, en tant que DRH, les performances améliorent la carrière jusqu'au niveau d'incompétence. Je pense qu'il a atteint le... C'est ça le parallèle que je voulais faire. Mais bon, voilà. Il est 8h30, vous écoutez Atlantic Radio, c'est la matinale. On va revenir dans quelques minutes, on va parler politique et puis ensuite on parlera de l'insertion des jeunes en entreprise, les formations, les stagiaires, etc. Comment améliorer tout ça? Alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné la pêche cette petite analyse là de la CAN 2025. Les décodeurs aujourd'hui, Youssef El Amal, PDG de DRH.ma, de Stagiaire.ma, justement on parlera de Stagiaire.ma et du bilan de l'année 2025 qui est assez exceptionnel. Très alarmant. Ouais, bah oui, Et Salah Eddine Nabira, expert foot et éducation et directeur général du groupe Philosophe. Les partis politiques parlent-ils encore aux citoyens? Les partis politiques traversent une période de doute, faible participation électorale, désengagement des jeunes, militantisme en perte de vitesse, cette notion de militantisme. Le fossé entre les formations politiques et la société semble se creuser. À l'heure des urgences sociales et économiques, la question se pose, les partis sont-ils encore capables de représenter, d'écouter et de mobiliser les citoyens? Je m'adresse à vous qui êtes derrière le poste. Pourquoi vous préférez le foot à la politique? C'est vrai qu'on est vous êtes d'accord avec ce postulat? Là, on est dans une période où, d'ailleurs, le gouvernement s'y intéresse, il y a une évolution de la loi. Est-ce que on est dans une année électorale importante? Et je dirais même que ça arrive peut-être un peu trop tard, d'ailleurs, de s'occuper aussi fortement des partis politiques, de la participation des femmes. Là, il y a une campagne qui va être lancée pour la participation des femmes en politique. On a envie de leur dire, attendez, on est en janvier 2026, on a des élections très très vite. Donc voilà. Est-ce que vous deux, alors je ne connais pas votre parcours politique, je ne connais pas vos idées politiques du tout, mais est-ce que vous avez le sentiment que quand on veut militer, quand on veut suivre une idée politique, on a le bon choix chez nous au Maroc, on a un choix clair à l'approche des élections? Qui commence? Je ne sais pas ce que vous entendez par choix clair. Bah oui, quand on se retrouve droite, gauche. Non mais j'avoue, vous allez encore me dire, oui, mais vous êtes français. Non, c'est simple. Vous avez bien vu que c'est moins simple qu'avant. Bien sûr. Voilà. Il n'y a plus de gauche-droite d'ailleurs, je pense aujourd'hui. Non, c'est fini, terminé. Bien sûr. Donc, quand on voit que certains partis d'opposition aujourd'hui, qui sont des partis très très conservateurs, etc., qui prennent des idées de gauche, à un moment, on ne comprend plus rien. Et donc, en fait, il n'y a plus ce clivage tant clair, à part quelques partis qui ont une identité encore présente, notamment. Mais ça fait longtemps. Voilà, très présente. Mais après, pour répondre à la question, si on a envie réellement, on est motivé pour aller dans un parti, les partis sont là, Zama, ils ne refusent pas du monde, ils cherchent aussi à recruter. Maintenant, il y a un fossé qui s'est creusé et on peut le voir à travers les derniers mouvements sociaux qui les a conduits, que ce soit au niveau du champ syndical, parce que tous les partis ont une extension syndicale, on a vu qu'il n'y avait que des coordinations, qui sont des intellectuels ad hoc, informels et qui ne sont pas donc réellement organisés. Quand on a vu dernièrement le GNZ, etc., c'était des jeunes qui sont à la limite contre toute idéologie politique, qui ont essayé de faire le débat, qui ont invité certaines personnes, etc. Moi, je pense aujourd'hui que les partis ne se sentaient pas dans l'obligation
bien sûr, de faire ce travail parce qu'il faut faire toute l'année, il faut avoir une offre intéressante, il faut avoir aussi des sélections intéressantes, il faut s'ouvrir aux gens. Et on n'a pas de projet clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet clair où on peut identifier sur les champs, à part, comme j'ai dit, certaines parties encore un peu attachées à certaines anciennes idées, anciennes idéologies. Le reste, tout le monde a pour un seul objectif, c'est de pouvoir passer les élections. Quand on arrive les élections, ce n'est pas les militants qui les intéressent, c'est les notables qui sont capables aujourd'hui de pouvoir briquer des mandats. Parce que qu'on le veuille ou non, le système politique au Maroc tel qu'il y fait, ça n'encourage pas les gens. Honnête, il faut le dire réellement. Parce que, pourquoi? Pour faire campagne électorale, etc., c'est un ticket qui coûte très cher et c'est pas donné à tout le monde. Pour justement aller, même si on veut et on s'engage, et je suis très malheureux de dire ça, parce qu'à un moment, on croyait qu'on pouvait faire le changement, mais il n'y a pas de volonté. Moi, j'attendais bien, après le mouvement de GNZ, ce qui s'est passé, qu'on assouplisse les conditions de création de partis, qu'on rende les choses plus simples, parce que ça reste le seul cadre aussi possible. Moi, ça m'a toujours frustré de voir qu'ailleurs, quand il y a un mouvement, dans tous les pays, quand il y avait un mouvement qui naît de la rue, rapidement on le retrouve en structure politique, que ce soit Podemos, que ce soit les 5 étoiles, que ce soit En Marche, etc. Mais surtout, ici au Maroc, c'est très compliqué. Vrai. Ça veut dire surtout Podemos. Voilà, mais même... Peut-être LFI en France. Voilà, donc aujourd'hui au Maroc, c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles alternatives, de nouveaux projets, parce qu'on est obligé à un moment, dans sa maturité de mouvement ou d'organisation, de pouvoir faire le choix, soit de s'allier à un parti existant, avec tout le passif que ça porte, soit peut-être retrouver ou réanimer une structure, ce qu'avait fait le PJD à un moment, retrouver un parti qui était là, parce que c'était encore compliqué de créer leur propre parti, de rentrer dans ce parti-là et de pouvoir exister. Ce qu'avait fait le PAM, l'ancien PAM, ils sont rentrés dans un parti avec le mouvement de tous les démocrates et ils ont évolué. Ce virage-là, parce que les gens ont perdu confiance et à un moment aujourd'hui, on voit que le vote populaire n'a pas toute son importance par rapport aux décisions politiques et c'est ce qui fait que les gens sont découragés. Et on l'a vu la dernière campagne des listes électorales. Oui, justement, parce qu'on a quand même une faible participation électorale. Est-ce que ça traduit un rejet des partis ou un rejet de la politique, on va dire, telle qu'elle est pratiquée, Youssef? Moi, je pense qu'il faut différencier entre deux périodes. Avant, peut-être, les gens, ils s'engageaient pas dans la politique parce qu'ils n'y croyaient pas, parce que tout simplement ils considéraient que ça n'allait rien changer dans leur quotidien, même s'il y avait une certaine appartenance par rapport à certaines visions politiques, certains courants. Moi, aujourd'hui, c'est clairement les jeunes, ils s'identifient même pas dans ces partis politiques parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui se projeter dans leurs promesses, dans leur action terrain, et surtout que je pense que le Maroc il a fait le tour de l'ensemble des partis, tous y sont passés, et on a vu plus ou moins qu'ils avaient un résultat qui était similaire, et même parfois beaucoup de déceptions avec certains partis qui ont promis beaucoup de choses qui n'ont pas respecté. Donc moi la question que je me pose, c'est aujourd'hui, on est en fin janvier, bientôt les élections ils vont démarrer, juste après, j'imagine, mois de Ramadan. Et on n'a pas le sentiment que... La campagne est déjà démarrée. Oui. Sur les réseaux sociaux. Si on regarde l'annonce de l'Istiqlal avec le 11 janvier, avec ce mouvement-là, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne se reconnaissent pas du tout dans le travail politique. Et c'est cette jeunesse-là qu'on devrait aujourd'hui mobiliser, parce que c'est elle qui devrait prendre le relais. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent-ils pas à la politique, en fait? Ça vient d'où? Vous êtes un spécialiste de l'éducation, Salah-Eddine Nabira. Ça vient d'où, ça? Ce manque d'intérêt. Alors moi, je peux vous raconter ça à travers... Pour la politique, pas pour les problèmes du pays. Alors moi, je peux vous raconter ça à travers des expériences personnelles. Donc on avait à un moment... dans le cadre d'une association qu'on avait, donc qui s'appelait Tizi, on avait encouragé beaucoup de jeunes à participer, on faisait beaucoup d'événements. Et qu'est-ce qui se passait? Donc on préparait les jeunes, on faisait des formations, etc. Mais quand ils rentraient dans les partis, ils ne se retrouvaient pas. En fait, tout l'idéal qu'on leur présentait, une fois ils tapaient sur les portes des partis, ils étaient face à un mur et que les partis ne sont pas prêts. Mais ils faisaient l'effort de rentrer dans les partis. Moi je dis, moi je te parle de l'élite qui est très engagée. Alors qu'est-ce qu'on avait fait à un moment? On
avait fait, on s'est dit que le problème dans le spectacle et qu'il fallait créer le mouvement. On avait créé le mouvement Ma'an qui était dans l'objectif de se muter, de se transformer en parti politique pour ces jeux-là avec des structures informelles, très accueillantes. On avait sorti plein de documents, etc. Mais on a compris que l'écosystème n'était pas prêt parce que à un moment, quand le venons pour organiser un événement, il fallait avoir des autorisations, etc. Et des fois, on les obtient pas. Pour aller dans les villes, pour pouvoir, parce que pour avoir des militants, etc., pour être présent dans toutes les régions, il y avait la promesse de financement. Il faut le dire aussi, parce que quand on crée un mouvement, un parti, etc., pour les jeunes, etc., il faut avoir les financements. Alors, les financements, on est face à des alternatives. Soit vous êtes financé par quelqu'un, il veut donc à ce moment-là avoir la tutelle sur l'idéologie. Oui, mais même c'est plus réglementé maintenant. Hein. Voilà. Et quand on essaie de faire appel, c'est pas possible parce qu'il y a toutes les lois, etc. Et donc, on se retrouve face à cette situation que c'est très difficile. Quand on essaie d'envoyer les jeunes vers les partis, parce que les partis sont encore sur certaines organisations très anciennes, très archaïques, il faut rentrer dans la section, il faut être présent physiquement, alors qu'aujourd'hui, toutes les plateformes permettent de faire plein de choses. Et en même temps, vous savez, les partis aussi, ils veulent avoir des jeunes juste pour avoir la masse, etc. À un moment, quand tu rentres dans un parti politique, on voit ce qui se passe pour, prenons le cas d'un parti de la gauche, quand on voit que certains secrétaires généraux refondent à chaque fois les statuts pour se permettre d'avoir un mandat de plus, ça donne pas envie. Quand on voit forcément que certaines familles sont très représentées, donc les jeunes ont besoin d'avoir un cadre qui leur permet d'agir rapidement, d'avoir une place, d'avoir de l'impact. Les partis ne sont pas prêts pour ça. Ne sont pas prêts pour ça. Et l'alternative de pouvoir créer de nouveaux partis plus pas possible. Il y a eu la promesse après Gen Z qu'on allait permettre aux jeunes, qu'on allait subventionner. Peut-être ça va peut-être changer les choses dans un cadre indépendant, mais les conditions, encore une fois, de ces listes indépendantes sont très complexes. Il faut les encadrer. Encore une fois, prendre un jeune et lui dire vas-y, lance-toi dans une campagne électorale sans savoir les raccourcis, sans comprendre comment ça fonctionne. Moi, je pense que l'idée globale, c'est que, et c'est là où je pense j'allais dire, le ministère de l'Intérieur a un rôle à jouer, c'est de mobiliser dans ce qui reste comme semaine ces jeunes-là et pouvoir les inscrire dans les listes électorales. Ne serait-ce que pour éviter d'avoir un taux de vote qui est encore... C'est trop tard, de toute façon, c'est pour ça qu'il aurait fallu commencer tout ça, pour donner envie avant la date fatidique. Et autre chose, Franck, à qui s'identifier ces jeunes? Prenons tous les secrétaires généraux de partis, ils ont été ministres. Ils n'ont pas fait des mandats exceptionnels. Tous, ils n'ont pas fait de mandat exceptionnel, les uns après les autres, on peut les passer si vous voulez, et on a le temps pour l'exercice. Donc ces jeux-là, ils ont besoin de quelqu'un qui incarne cette vision, qui délivre, qui a fait des performances exceptionnelles pour pouvoir le suivre. Et tous, si on creuse un peu, on trouve ce qu'ils ont fait d'exceptionnel, c'est de pouvoir placer leur progéniture. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'incarnation? Ça manque, on va dire, la politique au Maroc, ça manque d'incarnation. Bien sûr. Ou est-ce... Parce que là, je regarde, on a quoi? On a 33 partis, peut-être un peu plus. Je rappelle quand même qu'on a, je ne vais pas donner de leçons ou quoi que ce soit, mais on a quand même une constitution, on a un roi qui encourage, appelle toujours au débat démocratique. Donc ça fait partie maintenant de l'ADN du Maroc. Donc il faut faire vivre ça, je veux dire. Et qui peut faire vivre ça par les citoyens? Est-ce que c'est les partis politiques? C'est les partis politiques. Encore une fois, un parti politique doit se renouveler. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune, à part les communications. Et d'ailleurs, moi, j'attends de voir, parce qu'il y a une loi qui est passée interdisant aux partis politiques d'utiliser les réseaux sociaux et de faire appel aussi à des plateformes comme Google et autres pour leur communication. J'attends de voir comment ils vont pouvoir aujourd'hui... Ils vont détourner, ils vont faire du storytelling. Sur quel canal on l'a vu avec... Sur quel canal ils vont le faire? Parce qu'ils ne sont pas présents sur tout le territoire. Et le digital joue un grand rôle aujourd'hui pour pouvoir mobiliser. Donc ça aussi, l'intérieur ne facilite pas forcément les choses. Et j'aimerais voir aussi comment ils vont pouvoir aujourd'hui aller chercher tous ces jeunes-là, ou moins jeunes, pour aller voter. Alors, puisqu'on parle d'une figure, parlons de Aziz Arnouch, qui quitte la présidence du RNI. En ce moment, on est en train de travailler au RNI sur les candidatures pour ce poste-là. Qu'est-ce que vous en pensez? La preuve de ce que tu disais, c'est-à-dire il part sans préparer la relève, c'est-à-dire dans un parti qui... Comment on peut interpréter ce départ finalement?
En fait, c'est le momentum qui est un peu curieux, mais je pense que jamais de l'histoire récente du Maroc, un Premier ministre n'a fait 2 mandats. Donc, à un moment, moi, l'interprétation, c'est que voilà, il faut pas, donc jamais personne n'a fait de mandat tel qu'il est parti, etc. Ça n'a pas donné d'explication plausible parce qu'il est en pleine campagne à un moment, en pleine campagne après une décision qui est actée comme ça. Quoi qu'on a essayé de communiquer sur la chose comme étant un exercice démocratique, etc. Ouais, Il n'y a pas de relève dans ce parti-là. D'ailleurs, Arnouch lui-même a déjà été dans le mouvement populaire. Après, il est revenu donc, et ce parti est connu pour recevoir tous les technocrates qui sont passés dans le gouvernement. Donc, la relève peut être pas forcément une personne du parti. Ça peut être quelqu'un qui vient et qui rentre dans le parti. Donc, et on peut faire un congrès exceptionnel et nommé. Donc, c'est pas des choses récentes dans ce parti-là. Donc, d'ailleurs, on voit plein de transfuges, des figures de Stirlak qui sont partis au mouvement populaire, Stirlak qui sont partis dans d'autres partis parce que justement l'objectif étant de continuer à être présent et de rester. Est-ce que la cause de tout ça, c'est pas finalement l'essence même du gouvernement, des résultats des élections? On a finalement une coalition de partis politiques qui coexistent et qui, j'ai l'impression, à part dans certains cas, comme peut-être le PJD ou l'Istiklal il y a 20 ans, qui continue à exister. Mais est-ce que tout ça, c'est pas, on n'a pas une espèce de blob informe au bout d'un moment et on ne perçoit plus qui a des idées sociales, qui est de gauche, qui est de droite, qui est conservateur, etc. etc. Moi, je pense qu'on n'y est plus parce que ne serait-ce que le gouvernement PJD, son premier allié donc le plus fiable, solide, c'était le PPS. Donc, voilà. Allez voir. Après c'est plus arithmétique qu'autre chose. C'est pas étonnant. Maintenant, pour dire qu'on a eu l'opportunité d'avoir un gouvernement avec une majorité très confortable qui était le PJD. Aujourd'hui, le RN a une majorité très confortable. Ça veut dire qu'il a tous les moyens pour pouvoir imposer une vision du monde. Mais quand est-ce qu'on voit ce clivage et qu'on voit qu'il n'y a pas de vraie alternative quand il s'agit de lois, par exemple sur le statut personnel, des libertés libertés publiques, libertés privées. Et c'est là où on voit que finalement tous les partis se ressemblent. Après, pour venir à la question principale, moi je pense que si on veut attirer les jeunes, on a besoin d'abord de figures qui leur parlent, de figures jeunes qui incarnent en fait ce que veut cette jeunesse, qu'il n'y ait pas un grand décalage entre ces jeunes-là et cette figure qui porte ce parti-là. Il faut avoir des structures très ouvertes, agiles, plus sur les réseaux sociaux que d'aller rentrer, de remplir des salles de meeting. J'aurai encore une question à vous poser, on passera au deuxième sujet, il est 9h. Les décodeurs jusqu'à 9h30 et j'ai perdu ma feuille, non, voilà ma feuille. Youssef El Amal, PDG de DRH.ma et de Stagiaire.ma et Salaheddine Nabira, expert éducation politique et directeur général du groupe Philosophe. J'avais d'autres questions, une autre question, après on passe au sujet suivant. Est-ce que les partis politiques, est-ce que les hommes politiques ont encore une capacité de mobilisation, notamment sur le terrain social? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, le terrain? Alors qu'ils viennent du terrain, ils sont censés venir du terrain. Ouais, ils sont censés venir du terrain, mais à part un parti ou deux qui restent, notamment les députés, ont une vraie présence dans le terrain, une bonne majorité. C'est comme un festival, donc on vient le temps des élections. Et les secrétaires généraux, bien sûr, ceux qui portent parti, ils sont là dans les meetings, ça veut dire qu'on organise. Mais une fois, vous savez, j'étais dans une petite ville, on voulait avoir une salle pour un événement. C'est choquant ce que je vais dire, mais le gars, il voulait me dire, est-ce que tu veux la salle vide ou pleine? Ah oui. Je compris qu'il parlait du service de catering. Non, est-ce que vous voulez que je la remplisse aussi par des participants qui soient là, donc à applaudir? Donc j'ai compris que c'est une prestation qu'il fournit à certaines organisations. À certains politiques? Voilà, forcément. Donc, et ça, c'est malheureux parce que le travail doit être là. On doit communiquer. Prenons le cas, par exemple, ce qui s'est passé, qui touche tous les Marocains avec la CAN, le foot, etc. Est-ce qu'on a vu des réactions
de partis politiques. Et ce qu'on a vu pendant tout ce mouvement-là, Mais non. on a vu toutes les entreprises, toutes les écoles, toutes les organisations qui avaient un esprit Cannes, etc. Dont à l'intérieur, on produisait des capsules, on faisait des vidéos. Et ce qu'on a vu des partis politiques faire des projections de matchs chez eux pour attirer les jeunes, faire des choses comme ça, ne serait-ce qu'un événement très simple, etc. Elle réserve les budgets pour Voilà, la donc, campagne. voilà, donc, et quand on en parlait, malheureusement, cette participation très faible qui ne fait qu'encourager cela, et là on encourage tous les jeunes et les moins jeunes à aller s'inscrire. Moi, il m'est arrivé de voir qu'un président de région a été élu président de région alors qu'il n'avait emporté que une centaine de voix dans sa circonscription. Ouais. Voilà, donc ces images-là ne font pas plaisir à voir. Dernière question là-dessus, après on passe à notre sujet suivant. Si les partis ne se réforment pas, qu'est-ce qui va se passer? Par quoi ces partis peuvent être remplacés? Par quelles actions on va retrouver à la rentrée prochaine des manifestations de la Gen Z Voilà, donc c'est ce qu'il faut en toute sorte éviter. Heureusement qu'il y a eu des réponses royales aux contestations, parce que finalement la réponse était venue du Conseil des ministres présidé par le roi. On a réellement répondu présent à travers le rallongement du budget pour l'éducation et pour la santé, et surtout la promesse que j'attends de voir est de permettre aux jeunes de participer de manière indépendante sans passer par les listes, parce qu'on a compris quelque part que les partis politiques ne sont plus le réceptacle naturel avec les subventions. J'espère que ça va donner envie et qu'on puisse, surtout qu'on ne contourne pas cette mesure de subvention, et qu'on voit aussi, encore une fois, des jeunes portés par certains partis bénéficier donc de la remise. Eh ben on a du travail, hein. Ouais. On a du boulot, hein. On a du boulot. Alors, deuxième sujet pour de nombreux jeunes marocains, et on va parler de, je sais plus, on va parler de stagiaire.ma. Emploi des jeunes. Merci Nadia, merci beaucoup. Emploi des jeunes, oui tout à fait. Oui. Emploi Mais des j'ai un jeunes, parce texte, que- je peux le lire. Bah, et Mais c'est- c'est pour tout vous dire, c'est Nadia qui prépare l'émission, qui vient de me passer un petit mot. Et en fait, c'est un code Wi-Fi. Parce que le mien marche pas. Je dis tout hein, aux auditeurs. Mais ça m'a un peu perturbé, en pas fait. besoin Voilà. de Wi-Fi. Hein, Alors- le prochain sujet, pas besoin de Wi-Fi, parce que ça part dans le même sens que pour le politique, et ça parle emploi des jeunes. Oui, emploi des jeunes, bien sûr, mais surtout aussi la possibilité d'insertion de cette jeunesse dans l'entreprise, sous la forme de stage, sous la forme de formation, tout ça. Et là, on assiste quand même à de nombreux problèmes. Alors, j'ai parlé de stagiaire.ma. Déjà, rappelez-nous ce que c'est que stagiaire.ma. J'avais un texte, par exemple, malgré... attendez, dans ma présentation de texte, merci Nadia, malgré les programmes nationaux et les initiatives privées, le décalage entre les compétences acquises, les attentes du marché du travail, etc., blablabla. Qu'est-ce que c'est que stagiaire.ma? Alors, stagiaire.ma, c'est une plateforme que j'ai lancée en 2011 et qui a comme objectif d'aider les jeunes dans leur intégration au marché du travail. On considère que la meilleure façon de faciliter cette intégration se fait via le stage, parce que le stage permet de combler ce fossé entre formation et compétences terrain. Et surtout, pendant ces 14 ans d'exercice chez Stagiaire.ma, on s'est rendu compte que les entreprises, ils avaient besoin d'indicateurs de confiance, de signes de confiance, pour pouvoir donner la chance à un jeune d'intégrer l'entreprise. Et le stage est le meilleur moyen pour permettre cette installation de confiance, parce que je vais prendre un jeune pendant 3 mois, pendant son stage fin d'études, et je vais pouvoir compléter sa formation et surtout voir s'il est adapté par rapport à la culture de l'entreprise, ainsi de suite. Stagiaire.ma, chaque année, il sort les statistiques sur ce qu'on a comme capacité d'identification d'opportunités de stage et premier emploi. Et sur les 14 dernières années, à part la période de Covid, on n'a jamais vu un tel phénomène, qui est une baisse en termes d'opportunités qui sont ouvertes aux jeunes. Ceci s'explique en pratiquement 20% de moins d'opportunités que les années précédentes. Alors que le nombre d'inscrits, ça continue à grimper. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc on a essayé de comprendre c'est quoi le problème réellement. Et la réponse elle est assez simple. IA et automatisation.
le jeune était utilisé dans des tâches parfois répétitives. On ne parle pas bien évidemment de stage préparation de café et autres, mais on parle de stage où on va confier une première mission répétitive à des jeunes pour qu'ils puissent apprendre une tâche avant de leur confier des missions plus responsabilisantes, plus un vrai stage, quoi. Un vrai stage. Voilà. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises, notamment les grandes entreprises et les PME, donnent de moins en moins de chances à ces jeunes et partent vers l'automatisation. Ce qui crée, un problème d'intégration de ces jeunes sur le marché de l'emploi, parce que c'était la première porte d'entrée pour que ces jeunes puissent intégrer. Ce qui crée un deuxième problème, c'est qu'il n'y a plus cet espace d'adaptation de la formation par rapport à l'expérience, donc ce rapprochement qui se faisait pendant parfois 4 mois, 6 mois. Ce qui donne aussi un autre problème, c'est que ces entreprises, dans le futur, et lorsque ces seniors arriveront à la retraite, il y aura moins de remplacements, et il y aura moins de montée en charge, parce qu'il n'y aura plus de jeunes qui potentiellement pourront prendre la place. Et pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait ? En fait, aujourd'hui, on se dit, je vais automatiser grâce à l'IA pour les métiers qui permettent de le faire. Je vais me prendre de moins en moins la tête avec un jeune pour le former. Et cela, on l'a principalement remarqué auprès des grandes entreprises et auprès des PME. Les TPE, et ça aussi c'est un autre sujet, hein, on pourra en parler si on a le temps. Pour moi, les actions de l'État et les actions de politique, ils devraient plus être orientées vers ces TPE-là, qui sont aujourd'hui le premier employeur de ces jeunes sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Et c'est malheureux de le dire, c'est la première année en fait sur 14 ans où on constate ce phénomène. Je m'attends à ce que ça s'accentue encore plus. Le marché de l'emploi va être de plus en plus sélectif. Si demain on donnait la chance à n'importe quel jeune à ce qu'il intègre le marché de travail via le stage, aujourd'hui on va être encore plus sélectif et on va être encore plus exigeant. Et le décalage qu'on va voir, c'est les écoles privées qui, bien évidemment, qui sont intelligentes et qui investissent aujourd'hui dans la formation et dans l'intégration de leurs jeunes. Ils ont encore plus de chances d'intégrer ces étudiants, ils ont encore plus de chances d'intégrer le marché de l'emploi. À l'opposé, ceux qui sont dans le public, malheureusement, ils vont encore souffrir pour cette intégration. Salah-Eddine, là-dessus, sur ce sujet-là, l'intégration des jeunes. Moi, j'avoue que je comprends pas je comprends pas ces chiffres. Je les comprends, ces chiffres. Il m'est arrivé de travailler avec des entreprises et je vois bien qu'il y a le bas blesse du côté des stagiaires. Ouais. Moi, j'ai une autre expérience. Avant de travailler au Maroc, j'ai travaillé ailleurs pendant longtemps. J'ai dirigé des services, des choses comme ça. Et le stagiaire était toujours quelqu'un de très important. Je peux vous donner 10 noms de gens qui sont venus en stage et qui maintenant sont des grands professionnels de la radio et de la télévision. Donc voilà. Moi, je dis encore plus dans ce que tu dis à Franck, c'est qu'il faut percevoir ce jeu-là, comme dit son frère, un autre regard critiques qui sont aussi apporteurs de valeur sur des problématiques qu'on n'a pas le temps. Parce que souvent, dans l'entreprise, on est trop pris par des responsabilités, des projets à délivrer. On a souvent des chantiers de développement, mais qu'on n'a pas le temps d'entreprendre. Et c'est là où la porte d'entrée du stagiaire, non pas pour justement faire des tâches répétitives, surtout qu'on parle de... Ça dépend, voilà. Mais lorsque j'ai dit tâches répétitives... Oui, mais tu as raison. Mais tu as raison. Dans la comptabilité, on va lui donner les écritures. Ouais, mais tu as raison, les imputations, etc. Mais, voilà. mais par exemple, dans la comptabilité... Mais j'ai raconté une histoire que j'ai vécue personnellement, parce que dans le temps, j'avais dirigé une école de commerce et je n'oublierai jamais le jour d'une soutenance de stage où j'avais le directeur de recherche et développement d'une des plus grandes entreprises au Maroc. Dans le domaine de la chimie, vous avez tous deviné, qui était très content, heureux, parce que le stagiaire, qui était des lauréats d'école de commerce, pas de profils techniques qui ont apporté une solution sur un minerai qu'ils devaient acheter, qui avait un monopole chinois. Et par leur recherche, parce que justement, ils sortent du cadre, ils ont trouvé qu'il y avait dans les échappements, etc., la possibilité de récupérer ce minerai-là. Et cette piste de réflexion a permis à ce directeur de recherche et développement, et il leur a donné une superbe prime parce qu'il n'aurait jamais, il m'a dit, jamais de la vie je n'aurais pu entrepris cette piste-là.
c'est un accident peut-être, mais donner les chances à ces accidents de se produire. Et c'est ça ce qui me dérange aujourd'hui, parce que on a ce regard par rapport à l'âge, alors que ça n'a rien à voir aujourd'hui dans l'économie d'aujourd'hui. C'est une économie de savoir et d'information. Et ces générations de jeunes sont plus dans le digital, ils sont nés dedans et ils ont plus de facilité à pouvoir apporter ne serait-ce qu'un regard différent, parce que c'est eux qui font le marché, ne serait-ce que dans une approche consommateur, de comprendre et de connaissance de ces consommateurs, de pouvoir les intégrer, de prendre un ou deux jeunes. Et ce qui me désole, encore une fois, c'est une réalité au Maroc. Souvent, on fait appel dans la famille, dans les amis, des jeunes, pourtant de bonnes écoles, qui n'arrivent pas à trouver des stages de fin d'études. Et une fois que tu passes 2-3 appels, tu leur trouves ça. Et ça aussi, c'est malheureux. C'est malheureux que ça continue comme ça aussi. Il y a pourtant un détail, Youssef, très important. Là encore, je me replace dans mon ancien mindset. C'est l'économie. C'est qu'un stagiaire en alternance, par exemple, ça coûte pas cher. On forme quelqu'un, évidemment, et c'est quelqu'un. Bien sûr. L'objectif. L'objectif, c'est de l'intégrer. C'est ça, en fait. Bien sûr. C'est de l'investissement. C'est-à-dire, mais ce serait stupide d'avoir quelqu'un pendant des mois, voire des années, et puis ensuite lui dire merci, ciao. Mais on n'en est pas encore là, Franck. Moi, c'est ça les résultats encore, parce qu'on sait que l'heure est grave par rapport à ces chiffres-là. Parce que si on regarde aujourd'hui toutes les tâches qui sont automatisées, tous les métiers qui sont automatisés, c'est que ce jeune-là, il n'aura même plus cette chance-là de mettre les pieds dans l'entreprise. C'est-à-dire, je réexplique, c'est-à-dire, moi, un étudiant qui passe un stage dans une entreprise et qui ne soit pas retenu, pour moi, c'est déjà du gain. Parce qu'il aura compris comment ça fonctionne l'entreprise, il aura développé des soft skills, il aura travaillé sur tel ou tel métier. C'est une expérience. Aujourd'hui, cette porte est en train de se fermer complètement. C'est-à-dire, alors je reformule, on avait l'équivalent de 22 000 opportunités qui ont été identifiées sur notre plateforme en 2024, parce que c'est toujours les chiffres de N-1 qu'on donne. En 2025, on a eu 18 000 opportunités. Et lorsqu'on creuse par rapport aux opportunités, encore une fois, ce sont des opportunités qui sont principalement auprès des TPE, jusqu'à ce que ces TPE, encore une fois, passe la phase suivante, qui est aussi automatisation, accès à des plateformes en ligne, ainsi de suite, pour réduire toutes ces chances-là de ces jeunes. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont se retrouver sur le marché sans emploi, parce que, encore une fois, aucune opportunité ne leur est permise pour compléter leur formation, et aucune opportunité ne leur sera permise pour intégrer le marché du travail. Oui, et si en plus ils n'ont pas de nom, et s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui n'arrive pas, ils n'ont aucune chance. Saladine. Moi, ce que principalement j'ai envie de dire, c'est que le stage et surtout l'alternance à développer dans la formation supérieure, c'est pas encore très développé au Maroc. Ça, il faut le savoir. Également, il n'y a pas de cadre légal. Voilà, c'est pas encore très développé au Maroc. Et aujourd'hui, il peut y avoir des conventions. Exactement. On ne peut imaginer une formation complète et riche qu'en étant immergé dans l'entreprise. Moi, je pense que ça donne de meilleurs résultats. Ça permet aux jeunes de comprendre facilement dès le début l'essentiel, de mieux orienter son focus en termes d'études, de peut-être faire rapidement des réorientations quand on voit que c'est pas le domaine qu'on veut. Moi, je pense que c'est une voie à encourager. Par contre, mais à l'opposé, dans l'enseignement, par exemple, on a du mal à trouver des enseignants stagiaires. D'ailleurs, j'en profite de ta présence. On aimerait bien apprendre. Parce que là on aussi, recherche des enseignants stagiaires. C'est vrai, c'est bien. Qu'est-ce que ça vient des entreprises? Non, ça vient pas des entreprises. Il faut changer le mindset. C'est la loi du marché. Mais est-ce qu'il faut changer quand même un petit peu de mindset, le mindset des entreprises? Sur cet accueil des jeunes, des stagiaires. Déjà considérer ce qu'est un stagiaire. Définition. Peut-être je pense qu'il faut refaire ici la définition de ce qu'est un stagiaire. Ce qu'est un stagiaire. On peut mettre en place. C'est pas un distributeur de café. Non, mais on peut mettre en place ce qu'on veut comme dispositif. S'il n'y a pas une vraie volonté aujourd'hui de prendre un jeune, c'est-à-dire s'il n'y a pas un intérêt de recrutement, c'est-à-dire si cette personne ne répond pas à une problématique, on ne va pas la prendre. Hein. C'est-à-dire, et si on essaye même de mettre des dispositifs, ça sera auprès des grandes entreprises. Il y en a combien? Il y en a 1200 grandes entreprises. Ça ne représente même pas 2%, 3% de l'économie marocaine. Je suis d'accord, Youssef, mais c'est déjà ça. Oui, mais même ces entreprises-là te disent aujourd'hui que moi, ça me coûte plus cher de recruter un jeune en termes d'encadrement, en termes d'adaptation de la formation, contrairement aujourd'hui à un automatisme qui va me permettre d'aller plus loin.
il y en a des entreprises qui sont responsables et qui disent que ma responsabilité, c'est aussi d'absorber une partie de ces jeunes-là qui se trouvent sur le marché de l'emploi parce que leur donner l'opportunité. Mais il y en a d'autres qui vont chercher leur propre intérêt. Et le propre intérêt, c'est automatiser. Ça me coûte, ou bien l'IA, ça me coûte moins cher que de faire appel à un jeune. Hmm. Oui. Donc, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'il faut changer le mindset des entreprises? Vous m'avez dit c'est plus facile avec les grandes entreprises qu'avec les TPE, qu'avec les PME. Et quel type parce qu'on a vu que le ministre de l'Emploi s'était un peu mouillé quand même sur cette histoire. On a une vraie problématique d'emploi des jeunes à régler, si je ne m'abuse, au Maroc. Donc, est-ce qu'il faut des mesures pour inciter les entreprises à prendre des stagiaires? Moi, c'est plus, je dirais, de la responsabilité de l'école. Aujourd'hui, il faut arrêter de former des jeunes qui vont pas pouvoir intégrer le marché de travail parce que leur formation n'est pas adaptée par rapport à ce qu'on demande chez l'entreprise. Bon, moi, je vois ça plutôt de l'autre côté. Et c'est là où, encore une fois, le privé est équipé. Le privé, il met les moyens parce qu'un étudiant, il paye l'équivalent de 60 000 dirhams chaque année. Donc, j'imagine, il y a 2 000 ou 3 000 dirhams qui sont réservés au volet employabilité. Moi, c'est le public. Le public, chaque année, on va se trouver avec 200 000 jeunes qui vont sortir des universités et qui sont parfois même pas accompagnés dans la préparation de leur CV. Et là, il y a des choses à faire. Il y a du travail à faire aussi auprès du public. Le public, aujourd'hui, doit euh, 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 recruter des entreprises. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de relations qui sont installées entre les universités publiques, et je généralise pas bien évidemment, et le privé pour le rassurer sur le fait que un jeune qui passera chez toi, c'est un jeune qui va nous permettre nous aussi d'avoir des insights pour pouvoir ajuster la formation, pour pouvoir être flexible en termes de... A priori, quand on fait une convention, par exemple, avec une entreprise, on imaginerait une convention entre une université, même publique, et une entreprise, et on sait qui on doit former, on sait quel type de poste on doit former, on sait quelle qualité on doit avoir. C'est la même chose pour les établissements privés qui auraient des conventions avec des entreprises. Et par exemple, au niveau des universités, il faut bien qu'ils changent aussi leur curricula, qu'ils imposent les stages dans la formation aujourd'hui, parce que quand on va dans les écoles de commerce, ne serait-ce que dans la formation de gestion, on est obligé de passer des stages au bout de chaque année et des stages plus longs la dernière année pour valider. Il faudrait aussi revoir les curricula en termes d'accréditation par l'ANAEC, d'intégrer justement ces stages-là. Et on sait quand on met l'obligation, à un moment on trouve les moyens. Donc il faudrait aussi qu'on puisse faire cela parce qu'aujourd'hui dans les universités, les stages ne sont pas forcément obligatoires et donc ça ne met pas la pression sur les universités, ça ne met pas la pression aussi sur les étudiants pour qu'ils les recherchent. À l'opposé justement dans les écoles privées, c'est une obligation. On a aussi les cas de toutes les formations professionnelles où il y a un travail plus important pour trouver des stages où l'alternance est installée. Certaines universités aussi ont installé des centres justement d'orientation, d'amélioration de l'emploi. Il faudrait qu'on donne de l'importance à ce sujet-là et moi je suis très conscient et je pense que les enseignants aussi, que dans toutes les formations supérieures, quel que soit le métier, s'il n'y a pas donc une mise en situation, s'il n'y a pas une confrontation avec l'entreprise, et si on ne met pas très très tôt les étudiants dans des problématiques réelles, la pertinence de la formation est à questionner. Donc on ne peut pas faire de la gestion, faire de la finance, faire du marketing, faire du droit. Par exemple, moi je ne peux pas comprendre comment une formation de droit, par exemple les licences, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de stage, ça veut dire que les jeunes ne font qu'étudier. À aucun moment ne sont invités à aller dans des tribunaux, alors qu'on sait qu'on a besoin de mains dans les tribunaux pour traiter. Il y a tellement de dossiers qui s'accumulent. On aurait pu installer des stages dans ces formations-là. Ça permettrait de décongestionner. Ça permettrait aussi de permettre à ces jeunes d'aller voir ce qui se passe dans la réalité du terrain. Oui, on peut parler aussi des écoles de journalisme, etc. Alors là, on va me dire, dans les étages, mais on a des stagiaires d'écoles de journalisme. Oui, bien sûr, mais il en faudrait beaucoup plus. Juste pour finir, vous pensez quoi des stages de troisième ? Pour moi, c'est magique.
Ah ouais? Ah oui, c'est le début de l'orientation. Moi, je l'ai installé chez. C'est pas obligatoire, mais on l'a installé. Est-ce que ça va créer des Non, il faut expliquer aux auditeurs parce que c'est dans les missions françaises, mais au Maroc, déjà, on ne dit pas 3e, c'est 9e, et c'est pas obligatoire. C'est que les jeunes ne connaissent pas de stage, depuis tout le cursus, mais c'est une bonne pratique. Donc ça doit se. Bien sûr, c'est une très très bonne pratique. L'employabilité des jeunes, ça commence dès l'orientation. Et l'orientation, c'est lorsque je suis encore en 3e, je vais pouvoir partir dans une entreprise pour identifier le métier dans lequel je vais pouvoir poursuivre ma formation. Exactement. Je ne vais pas découvrir avec un bac plus 5 que je ne suis pas fait pour le métier de... C'est des stages très courts d'une semaine. Et pas seulement que les stages, il faut aussi faire des journées de visite. On a eu des stagiaires il n'y a pas longtemps. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a toujours des fois des gens qui observent comme ça et qui passent le temps sur leur portable. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait on avait un garçon qui était intéressé par la structure de l'entreprise. Alors ça, c'était hyper intéressant parce qu'il voulait tout savoir, comment tout ça a été fabriqué, comment tout ça fonctionnait, quoi. Bah voilà. C'est très bien, et moi j'encourage toutes les écoles marocaines privées, donc du système bilingue, où c'est pas obligatoire de le faire. Ça demande une petite organisation, mais c'est très très important. Regardez l'heure. Malheureusement, c'est bon, l'horloger on est en train de disparaître sur la photo de l'émission là. Oui, mais je suis arrivé 3 minutes en retard. Oui, d'accord, mais alors 15 secondes pour ajouter quelque chose. C'est juste, encore une fois, attirer l'attention sur aujourd'hui, ces jeunes-là, il faut les accompagner. Et je dis encore une fois, il faut les accompagner, c'est en leur donnant de la chance d'intégrer l'entreprise. Et c'est comme ça qu'ils vont découvrir le métier, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir éventuellement trouver une place sur le marché de l'emploi. On va faire comme aux Oscars. Vous me prenez des stagiaires chez vous? Moi, je demande des élèves. Je vais vous envoyer des élèves pendant ces vacances-là. Moi, j'ai pris plein de stagiaires dans ma vie professionnelle et je ne vais pas vous dire dans quelle chaîne de radio ou chaîne de télé ils sont, mais en fait, en tout cas, ils sont très contents d'avoir été un jour en stage d'observation. Et puis, l'observation, ça dure pas longtemps, hein. On est vite les mains dans le cambouis. Merci beaucoup, 9h31. Merci beaucoup. Vous avez été parfait, comme d'habitude. À très bientôt. Franck. 9h31. Atlantique Matin, 7h-10h. Avec Franck Mathieu.